Il y a des gens qui partent. Et il y a des gens qui ne partent jamais vraiment. Manon, elle faisait partie de la deuxième catégorie. Même après la plainte, même après le tribunal, même après des années. Elle était toujours là, partout. Et le pire dans tout ça, c'est que personne ne la voyait, sauf moi. Janvier 2017. J'avais 22 ans, et pour la première fois depuis longtemps, je respirais. J'avais un boulot stable, préparateur dans une petite pharmacie à Brest. Pas glorieux, c'est sûr, mais après tout ce que j'avais traversé, la stabilité valait plus que n'importe quelle ambition. Quand les gens me demandaient pourquoi j'avais quitté mes études d'infirmier, je disais simplement que c'était pas fait pour moi. La vraie raison, elle s'appelait Manon. Je l'avais rencontrée à 20 ans. J'étais encore à la fac, encore assez naïf pour confondre l'obsession avec l'amour. Manon avait 26 ans. C'était le genre de femme qui savait exactement comment vous attraper. Pas avec des grands gestes, avec de l'intention. Une présence constante. Des messages à toute heure, des petits mots glissés sous ma porte. Des balades à minuit où elle murmurait des promesses d'éternité. Personne ne m'avait regardé comme ça. Comme si j'étais la seule personne au monde. On avait commencé à se fréquenter au printemps de mes 20 ans. Et pendant les premiers mois, tout semblait réel, solide. Il y avait des signes, pourtant. Des moments où quelque chose en moi tirait la sonnette d'alarme. Mais je les ignorais. Je préférais regarder ailleurs. C'était plus simple que d'admettre ce que je voyais vraiment. Parce que peu à peu, l'amour a viré à autre chose. Elle me suivait en cours. Elle s'emparait de mon téléphone, défilait chaque message, chaque appel, chaque contact. Elle voulait savoir où j'étais, avec qui, pourquoi je rentrais tard. Et moi, j'essayais de gérer, de calmer, de ne pas provoquer. Puis un soir, elle a débarqué devant ma résidence universitaire, la manche relevée, du sang qui coulait le long de son bras. Elle avait gravé mes initiales dans sa chair. Et elle souriait, comme si ça prouvait quelque chose. Ce soir-là, j'ai compris que je n'étais plus dans une relation. J'étais pris au piège. Quand j'ai finalement essayé de rompre, en plein milieu de l'année universitaire, elle a fracassé le mur à coups de poing. Puis elle s'est approchée, tout près. Et elle a soufflé entre ses dents que si je partais, je ne l'oublierai jamais. Les semaines qui ont suivi ont été un cauchemar. Elle se postait devant mes cours. Elle appelait mes amis. Elle m'envoyait des dizaines de messages par nuit. Je ne dormais plus. Je ne travaillais plus. Je séchais les cours. Et un matin, je n'ai simplement pas pu me lever pour y retourner. Avec l'aide de ma famille, je suis sorti de là. J'ai porté plainte. Elle a été arrêtée pour harcèlement, contrainte à un suivi psychologique. J'ai abandonné mes études en cours d'année. Je me suis reconstruit comme j'ai pu. J'ai trouvé du travail plusieurs mois plus tard, une fois la tête hors de l'eau. Je me suis dit que c'était terminé. Le temps passant, j'avais presque fini par le croire. Puis février 2019 est arrivé. Une nuit glaciale, tempête de neige. Le genre de nuit où le monde entier semble étouffé sous un silence de coton. J'avais fermé la pharmacie en retard. Le magasin était vide. Il ne restait que le ronronnement sourd du chauffage. Quand je suis sorti, ma voiture était ensevelie sous les congères, garée au fond du parking. J'ai avancé dans la neige, épuisé, et je me suis arrêté net. Le pare-brise était dégagé, propre, comme si quelqu'un venait de l'essuyer. Et sur le givre qui bordait encore les bords, 2 mots tracés en lettres irrégulières. Toujours à moi. Mes mains se sont mises à trembler. Mes clés ont glissé de mes doigts et ont disparu dans la neige. Je me suis accroupi pour les retrouver à tâtons, les doigts gelés, le souffle court. J'ai couru vers la pharmacie. J'ai appelé la police. Ils ont inspecté le parking. Pas d'empreintes, pas de traces de pneus. Juste mes clés éparpillées dans la neige. Et une voiture que je n'avais plus envie de toucher. Un des policiers a haussé les épaules. Il a dit que ça ressemblait à un canular. Des gamins, sûrement. Je voulais le croire. Dieu sait que je voulais le croire. Mais au fond de moi, je savais. Le lendemain soir, j'ai essayé de me raisonner. Une coïncidence. Des inconnus qui s'amusaient dans le parking. Rien de plus. Je me suis préparé un café. Je me suis affalé sur le canapé.
et j'ai essayé de dessiner comme je faisais à l'époque de la fac. C'est là que je l'ai vu. Tandis que la vapeur montait de la tasse, des lettres sont apparues sur la porcelaine. Pâles d'abord, puis de plus en plus nettes. Comme si elles avaient toujours été là, gravées sous l'émail. 3 mots. Tu me manques. J'ai failli lâcher la tasse. Mes doigts ont frotté, jusqu'à ce que la peau devienne rouge et à vif. Les lettres ne partaient pas. Elles faisaient partie de la porcelaine maintenant. La peur que je croyais enfuie depuis des mois, elle remontait d'un coup, froide et familière. Est-ce que Manon était entrée chez moi? Comment aurait-elle pu avoir accès à un simple mug dans mon placard? À cet instant, le courant a sauté. L'appartement a plongé dans le noir. La seule lumière venait du reflet dans la fenêtre. Et dans ce reflet, j'ai vu son visage. Le visage de Manon. Elle souriait. Ses lèvres bougeaient, mais je n'entendais rien. Je me suis retourné d'un coup, le cœur qui cognait si fort que ça faisait mal. La pièce était vide, rien que des ombres. Quand la lumière est revenue, le reflet avait disparu. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Chaque craquement des tuyaux, chaque rafale de vent contre les vitres, tout ressemblait à des pas. Le matin, je me suis dit que j'étais épuisé, que mon cerveau me jouait des tours. Le traumatisme peut faire ça. C'est ce qu'on dit toujours. Mais il y a eu le journal. Depuis l'adolescence, j'écrivais. Des carnets, des pensées en vrac, des croquis, des petites notes à moi-même. Un matin, en feuilletant les pages, j'ai trouvé des entrées que je n'avais pas le souvenir d'avoir écrites. Des phrases que je n'aurais jamais pu écrire. Qu'elles me manquaient, que je voulais qu'elles reviennent. Mon écriture, mes mots. Sauf que ce n'était pas moi. J'aurais voulu appeler la police, mais qu'est-ce que j'aurais bien pu leur dire? Que mon mug me parlait? Que mon journal s'écrivait tout seul? Ils m'auraient pris pour un fou. Peut-être que je l'étais. Mais une partie de moi savait que tout ça n'était pas dans ma tête. Manon avait promis que je ne l'oublierais jamais. Peut-être que c'était ça, sa façon d'honorer sa promesse. Les jours se sont brouillés. J'essayais de faire semblant que tout allait. Réapprovisionner les rayons, sourire aux clients, plaisanter avec mon patron. Mais à l'intérieur, je me défaisais. Chaque recoin de ma vie semblait contaminé. Un matin, je me suis réveillé avec un pétale de rose rouge sur mon oreiller. La fenêtre était fermée à clé, la porte verrouillée de l'intérieur. Le parfum sucré du pétale, il me soulevait le cœur. L'après-midi, j'ai vérifié les images de la petite caméra de surveillance bon marché que j'avais installée dans le couloir. La plupart des séquences, du brouillage, de la neige numérique. Mais sur une image, une seule, le visage de Manon, collé à l'objectif, les pupilles sombres et dilatées, trop près, comme si elle soufflait sur le verre. J'ai failli lâcher mon téléphone. J'ai montré la vidéo à Thomas, mon meilleur ami depuis le lycée, quand on s'est retrouvés autour d'un café dans un bar du centre-ville. Il a regardé l'image, puis il m'a regardé. Il m'a dit que c'était sûrement un artefact vidéo, que j'étais sous pression, que mon cerveau comblait les vides. J'avais envie de lui crier dessus. À la place, j'ai remué le sucre de mon café en essayant de me calmer. Les cristaux blancs se sont dissous lentement, et au fond de la tasse, des lettres noires ont émergé. Menteur. J'ai retenu ma respiration. Je lui ai demandé s'il voyait ça. Thomas a froncé les sourcils. J'ai poussé la tasse vers lui. Les lettres avaient disparu. Il m'a regardé avec cette expression que les gens réservent à ceux qu'ils croient fragiles. Je détestais ça plus que tout. La police ne valait pas mieux. Ils ont inspecté l'appartement quand je les ai suppliés de venir. Pas d'effraction, pas d'empreinte, pas de preuves. Un des officiers m'a même suggéré de parler à quelqu'un pour le stress. J'aurais voulu les croire. Me convaincre que c'était juste mon esprit qui rejouait d'anciens traumatismes. Puis la neige est revenue. Un soir, j'ai écarté les rideaux. Sur le givre de la vitre, un seul mot, gravé profondément. Pour toujours.
J'ai refermé les rideaux d'un coup et je me suis plaqué contre le mur, dos au froid, tremblant. Ce n'était pas mon imagination. Manon était de retour. Cette nuit-là, j'ai barricadé la porte de ma chambre, une chaise, la commode, tout ce qui était assez lourd pour ralentir quelqu'un. Je me suis terré sous la couverture, une lampe de poche dans les mains, en sursautant au moindre bruit. Passé minuit, je l'ai entendu. Des pas, lents, méthodiques, dans le couloir, juste derrière la porte. Un léger crissement, comme de la neige qu'on écrase, alors que j'avais de la moquette. J'ai retenu mon souffle jusqu'à ce que ma poitrine brûle. Je me suis endormi à un moment, sans m'en rendre compte. Quand la lumière du matin a filtré sous les rideaux, la barricade était toujours en place. Tout semblait intact, jusqu'à ce que mon regard tombe sur la table de nuit, posée là, bien en évidence. Une barrette dorée. Je l'ai reconnue immédiatement. Elle appartenait à Manon. Elle l'a portée le soir de notre premier rendez-vous. À un moment de la soirée, elle était tombée de ses cheveux. Je l'avais ramassée pour la lui rendre, et elle m'avait dit de la garder. Un souvenir, elle avait dit. Je l'avais perdue quelques mois après notre rupture, convaincu qu'elle avait disparu pour de bon. Et là, elle était devant moi, posée soigneusement sur ma table de nuit, là où je ne l'aurais jamais mise moi-même. Je me suis assis au bord du lit, le regard fixe sur ce petit objet doré. Ce n'était plus une question de serrure ou d'alarme. Manon ne s'introduisait pas dans mon appartement. Elle s'introduisait dans ma vie. J'ai essayé d'en parler à Thomas une dernière fois. Il m'a écouté en silence, en posant la main sur mon épaule. Il m'a dit de la laisser partir, qu'elle n'était pas là, que je lui donnais du pouvoir en croyant qu'elle était réelle. Mais c'est justement ça le problème. Que j'y croie ou non, elle était là. Dans le mug, dans le journal, sur le givre de la fenêtre, sur ma table de nuit, partout. J'ai arrêté d'appeler la police. J'ai arrêté d'en parler à qui que ce soit. À quoi bon? J'étais seul dans cette histoire. Le seul à pouvoir la sentir. Et une partie de moi savait que c'était exactement ce qu'elle voulait. Des années ont passé. La peur, elle n'est jamais vraiment partie. Je suis plus stable aujourd'hui, plus solide, mais toujours sur mes gardes. Parfois je me demande pourquoi je ne suis pas parti plus loin. Peut-être parce que fuir ne sert à rien quand ce qui vous hante n'utilise pas les portes. Je n'ai jamais su ce que Manon était devenue. Elle n'a jamais été réarrêtée. Elle n'a jamais vraiment réapparu. Parfois je cherche son nom, de vieux articles, des registres judiciaires. C'est comme si elle avait disparu, laissant seulement des ombres derrière elle. Mais l'hiver, c'est le pire. Quand la neige tombe lourd et que le monde se tait. Je n'arrive pas à m'en empêcher. Je marche vers ma voiture, j'essuie le givre et je me prépare à ce que je pourrais trouver. Certaines années, il n'y a rien, juste le givre et le silence. D'autres années, des mots, à peine lisibles, tracés dans le froid. Des mots qui me glacent quand même le sang. La dernière fois, c'était écrit « Je suis de retour ». Je ne sais pas si Manon est faite de chair et d'os, si c'est le fantôme de mon traumatisme ou quelque chose de pire. Ce que je sais, c'est qu'elle a tenu sa promesse. Je ne l'ai jamais oubliée. Si cette histoire t'a plu, pense à t'abonner, à liker ou à laisser un commentaire. De nouvelles histoires arrivent. Et surtout, ne ferme pas les yeux.